Bonjour à tous. Je vois qu'on a déjà des participants. Ravi de vous accueillir pour ce webinaire, le deuxième de la série des webinaires Climate Leadership. On est ravi de vous recevoir aujourd'hui. Donc là, il y a déjà une petite vingtaine de participants. On va attendre quelques minutes avant de lancer. En attendant, si vous voulez nous partager qui vous êtes, vous pouvez le faire dans le chat en nous indiquant qui vous êtes, votre poste et le poste que vous occupez. Et est-ce que vous avez déjà bénéficié, vous, au sein de votre société, de financement ou si vous en avez fait bénéficier à des clients à vous? Voilà, dès que vous nous rejoignez, bonjour à tous. Dès que vous nous rejoignez, oui, vous pouvez nous partager ça dans le chat qui vous est normalement accessible. Si vous voulez nous partager votre poste et le fait que vous ayez ou non bénéficié du financement pour vous ou pour vos clients, ça permet de rendre les choses un petit peu interactives pour tous, puis de savoir quel niveau de connaissance vous avez aujourd'hui. Merci Anne-Gaëlle. Bonjour Maxime. Et pour vos partages. Merci Marie. Deux petites minutes, puisqu'il y a toujours des retardataires. Bonjour Céline. Merci de votre partage. Je vois Mélanie qui a fait une demande de FNE, chose que l'on rencontre souvent chez Connection Leadership en ce moment et dans les différents OPCO qui sont présents aussi. Moi, le FNE qui a bénéficié à beaucoup de monde cette année. On a encore quelques participants qui se joignent à nous. Dans une minute, on commence. Bonjour Xavier, ravi de vous retrouver ici. Alors, le FNE, on pourra peut-être l'aborder pendant la conférence, c'est le Fonds national pour l'emploi, qui est un fonds lancé par l'État pour financer la formation à destination de la transition écologique et de la transition numérique. Pour en reparler, voilà, mais on va pouvoir commencer. Merci encore à tous d'être là et ravi de lancer donc, ce deuxième webinaire avec Florence et Annelise aujourd'hui. Le but, il est effectivement assez clair, c'était dans le titre, c'est de renseigner tous les participants aujourd'hui sur les aides, les financements qui peuvent être à disposition des entreprises. On fera un focus sur les entreprises de taille moyenne et TPE qui sont encore plus demandeuses peut-être de ces financements pour la transition écologique. Ce sera évidemment le focus aujourd'hui de Climate Leadership. Donc moi, je suis directeur de Climate Leadership, qui est notre business unit accompagnant la transition écologique et la transition vers plus de responsabilité sociale des entreprises chez Connection Leadership. Je présenterai juste après. Je laisse la parole à nos deux intervenantes du jour. Oui, alors je prends la parole en premier. Florence Risser, moi je suis ingénieure en génie des matériaux. J'interviens au sein de Connection Leadership sur la sensibilisation et l'entrée dans les enjeux de transition écologique et plus particulièrement sur les sujets autour des matières premières, du traitement des déchets et des effluents et de l'économie circulaire.
J'interviens géographiquement, surtout dans la zone de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes et sud de Bourgogne. Voilà, je te laisse te présenter, Annelise. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Annelise Meyer. Donc, même chose, je suis formatrice, animatrice je travaille notamment en coopération avec Connection Leadership dans le cadre de formation de, de sensibilisation aux enjeux environnementaux, notamment auprès de locaux de vie. Je suis basée dans le Val-de-Marne, en banlieue parisienne. Donc, j'interviens en particulier plutôt en Île-de-France. Merci. À à toutes les deux. Et donc la suite, on va faire une rapide introduction pour ceux qui ne nous connaissent pas encore sur Connection Leadership, qui est un cabinet de transformation, spécialiste de la transformation holistique. Donc, ce qui est important pour nous dans cette transformation holistique, c'est d'apporter à la fois de l'expertise technique et de l'expertise des comportements humains, l'expertise du changement, afin d'aider les entreprises dans leur transformation, quelle qu'elle soit. Euh, la transition écologique en fait partie. C'est un des principaux enjeux de transformation, évidemment, aujourd'hui pour les entreprises, d'où le sujet que l'on prend à bras-le-corps depuis quelques années maintenant. Euh, la vision que l'on a de la transformation et de la transition écologique, comme je le disais, elle est holistique. Donc, ça veut dire que c'est une vision qui traite à la fois de l'expertise technique et de l'expertise humaine. Et l'idée, c'est de pouvoir intervenir partout en France sur les sujets grâce à une galaxie d'experts et de coachs qui sont euh, une galaxie d'experts, formateurs, coachs, consultants qui interviennent donc à travers toute la France pour répondre aux divers besoins de la transformation en entreprise. Euh, donc le sujet de la transition écologique, c'est un sujet là aussi qui est une transformation holistique, puisque pour pas trop me répéter, je vais pas répéter cette première phrase, mais c'est une transformation qui va être très en profondeur et dans la durée. Euh, c'est quelque chose qui peut être initié par les émotions. Et on s'appuie beaucoup dessus dans toutes nos interventions chez Connection Leadership, quel que soit le sujet. C'est peut-être encore plus vrai dans le cas de la transition écologique. C'est en s'appuyant sur les émotions que ressentent chacun qu'on va pouvoir initier des changements de comportement, des changements de comportement et les faire perdurer aussi dans le temps. Et puis, dernier point qui nous semble important pour nous dans notre vision de la transition écologique, c'est que ça doit être très concret et pas s'arrêter à des plans, mais bien aller dans l'opérationnel. Et donc, on s'efforce, nous, dans nos interventions, d'accompagner nos clients dans cette vision très opérationnelle, très terrain, pour faire descendre finalement les grands changements et les grandes stratégies. C'est de façon globale la vision de Connection Leadership. Et donc, pourquoi on a organisé ces webinaires, on a commencé à organiser ces webinaires le mois dernier et pourquoi on va continuer de le faire? C'est tout simplement parce que dans nos entretiens avec de nombreux professionnels, qui soient issus du monde de la transition écologique directement, qui soient responsables RSE, qui soient plutôt profil RH avec des responsables RH, des responsables formation qui sont en charge de transformer leur entreprise par les compétences, ou que ce soit encore des dirigeants. Euh, Quel que soit le poste dans l'entreprise, on a ses retours finalement. On ne sait pas forcément par où commencer. On peut être un petit peu perdu dans des concepts qui se matérialisent pas, là encore, de façon opérationnelle. Donc, je comprends les concepts, mais je vois pas comment faire concrètement dans mon entreprise. Et puis, parfois aussi, on a besoin de s'inspirer. On a besoin de voir que les autres y arrivent, qu'il y a des solutions, euh, que les solutions existent et que il y a des personnes à qui s'adresser ou des organismes à qui s'adresser.
Et donc, le but de ces webinaires, c'est d'avoir des conseils très concrets sur l'ensemble de ces choses-là pour répondre à ces différentes questions mois après mois. Et donc, je vais laisser la parole à Florence, qui va pouvoir faire une rapide introduction de de ce que sont les enjeux écologiques aujourd'hui. Simplement pour rappel, on ne passera pas du tout la séance là-dessus pour aller vite dans le concret, mais c'est toujours utile pour les personnes qui ne nous ont pas encore suivis. Oui, merci Alexandre pour cette introduction. Et c'est vrai que dans la construction de ce webinaire, ce qu'on a choisi de faire pour embarquer tout le monde, c'est d'abord de parler des enjeux écologiques et de la transition elle-même, et ensuite de donner des points de repère sur qui sont les acteurs qui peuvent accompagner cette transition avec différents types d'aides, et ensuite faire un focus pour entrer vraiment sur un côté plus opérationnel de ce à quoi vous pouvez prétendre ou ce que vous pouvez solliciter. Donc, peut-être juste pour rentrer tout de suite rapidement dans le sujet de la transition écologique, un des sujets qu'on entend le plus dans la transition écologique, en tout cas en ce moment, c'est le sujet de la transition énergétique et du climat. Juste pour rappel, ça c'est un graphique des émissions de CO2 depuis 1700. Les émissions de CO2, elles sont produites dès lors qu'on consomme des énergies fossiles ou des matières organiques. Donc le bois aussi, par exemple, ça peut émettre du CO2. On voit sur cette courbe que c'était à peu près stable dans les années 1700. On commence à avoir une augmentation de cette concentration en CO2 à partir de l'industrialisation et la révolution industrielle. Et puis, on voit que dans la période d'après-guerre, on a une augmentation très forte de ces émissions de CO2 et on voit un point de bascule en 1988 qui est le moment où on dépasse ce qui est défini comme une limite planétaire, c'est-à-dire que le CO2, on le comptabilise en parties par million, en ppm, et à 350 parties par million, des scientifiques ont estimé que c'est le moment où on atteint un point de bascule pour le climat et où on peut avoir des événements plus difficilement maîtrisables et prévisibles. Et on voit que ça a continué à augmenter depuis 1988. Et là, on a des concentrations en CO2 qui sont les plus élevées de l'histoire de la planète. Et ça continue à augmenter. Et ces concentrations en CO2, eh bien, ça agit sur l'effet de serre, donc ça amène aussi une évolution des températures avec, à l'échelle de la planète, une moyenne de température qui augmente. Et en lien avec le graphique qu'on a vu précédemment, on voit que il y avait des variations, mais plus ou moins stables. Et depuis le dernier siècle, on a une augmentation vraiment plus marquée des températures à l'échelle de la planète. Donc, l'évolution de la température moyenne, ça ne veut pas dire qu'il fait plus chaud partout, mais ça veut dire qu'on va avoir un climat qui change à différents endroits avec potentiellement des événements climatiques intenses, des orages plus violents, un dérèglement des saisons qu'on a bien remarqué ces dernières années. Voilà, on observe cette tendance très forte à l'augmentation des températures. C'est pas le seul enjeu qu'on va avoir quand on parle de transition écologique, même si c'est celui dont on entend le plus parler. Et ce serait d'ailleurs une erreur de se focaliser que sur les émissions de carbone. Là, on voit sur ce dessin d'autres enjeux à la fois écologiques et sociaux sur lesquels on peut avoir une influence en tant qu'entreprise, en tant qu'industrie. Dans les principaux enjeux qu'on peut citer, il y a notamment la biodiversité, avec l'utilisation de l'espace pour les industries. Il y a des sujets de santé avec des émissions de gaz autres que les gaz à effet de serre, mais des émissions de polluants ou des émissions sur l'eau. Donc, c'est un thème qui est beaucoup plus vaste que juste le thème de l'énergie et du climat. Si on fait un focus sur les entreprises et notamment les entreprises industrielles, on peut relever certains des grands enjeux sur l'industrie. Euh, on va avoir 7 enjeux majeurs. Euh, on a un enjeu et des leviers d'action pour les industries. Donc, il y a les matières premières, ce qu'on va avoir comme intrant dans l'industrie, les matières premières, l'énergie et l'eau.
qu'on va utiliser à la fois sur un côté bâtiment, sur le bâtiment industriel, les bureaux, etc., et sur le process lui-même. Et puis, on va avoir tout ce qui va sortir de notre industrie, donc le produit qu'on cherche à produire, notre cœur d'activité. Et puis, on va avoir d'autres coproduits qui peuvent affecter notamment la qualité de l'air, donc des émissions de gaz, de particules, de composés organiques volatiles, les émissions de gaz à effet de serre, comme on l'a vu tout à l'heure, des déchets et des effluents. Donc, on va avoir potentiellement des contaminations d'eau et des effets sur le sol et la biodiversité, donc à la fois l'occupation des sols et la potentielle pollution des milieux. Ça, c'est un focus vraiment écologique. On pourrait avoir aussi des focus sur des aspects plutôt sociaux. Mais c'est sur ces enjeux-là qu'on va avoir des impacts et des effets de levier pour les entreprises industrielles du côté de la transition. Pour l'illustrer de façon un peu plus concrète, on ne va pas tout illustrer, mais on voulait vous partager quelques exemples concrets pour montrer que l'idée, c'est pas de rester sur des éco-gestes et juste parler de recyclage de papier, par exemple, mais vraiment de voir sur des entreprises industrielles quelles actions concrètes on peut avoir et sur lesquels de ces leviers ça peut avoir un impact. Donc, trois exemples. Le premier, c'est une cimenterie. Le ciment, ça a de grosses demandes énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre, de CO2 liées au process de prise du ciment. Là, on a une entreprise qui a remplacé l'utilisation de clinker par d'autres coproduits industriels. Et du coup, elle a baissé les températures de chauffage dans son process, ce qui divise les émissions de CO2. Donc là, ça agit à la fois sur l'énergie qui est nécessaire pour le chauffage et du coup les émissions de gaz à effet de serre associées, et puis les matières premières utilisées. Un autre exemple, par exemple, sur de la céramique, ça va être la récupération de matières minérales qui sont les effluents pour les utiliser comme matières premières, donc avec un effet un peu d'économie circulaire. Là, du coup, à la fois, on a un meilleur traitement des effluents, donc moins de pollution en aval, et on remplace une partie des matières premières extraites de carrière par de la matière première qui provient des effluents, donc des déchets. Donc, on agit sur ces deux leviers-là. Et un troisième exemple pour illustrer aussi d'autres choses, c'est euh, un travail sur les consommations d'eau, alors qui a à la fois un côté technologique avec un remplacement des parcs de pompes et des process de lavage, mais aussi du suivi, du monitoring des consommations. Donc, améliorer le suivi à toutes les étapes des consommations d'eau et sensibiliser les différents collaborateurs à ces sujets de gestion de l'eau. Donc, typiquement, comme le disait Alexandre tout à l'heure, c'est une transition qui peut être en partie sur des actions techniques et technologiques, mais il y a aussi besoin pour que vraiment ça prenne, de sensibiliser, former les collaborateurs sur ces enjeux-là. Voilà, ça c'est issu de l'Observatoire des compétences industrie de l'OBCO, donc c'est un rapport qui est disponible pour voir des exemples et des leviers d'action pour l'industrie. Je voulais vous poser la question de vous. Alors, vous êtes pour certains déjà un petit peu présentés dans le chat. N'hésitez pas à continuer à le faire. Et pour avoir une idée de où vous en êtes et à quel point vous connaissez l'écosystème de la transition écologique et des aides qui peuvent y être associées, peut-être nous partager dans le chat où vous en êtes, vous, dans cette démarche de transition écologique. Est-ce que vous êtes plutôt dans la phase 1, c'est-à-dire pas encore tellement d'action, ou si vous n'êtes pas dans une entreprise, mais plutôt, enfin, dans une entreprise industrielle, mais plutôt accompagnateur, comment vous vous sentez, à quel point vous êtes à l'aise sur ces sujets. Donc, pas ou peu d'action, plutôt une curiosité ou un début de démarche. Ou alors le 2, c'est avoir déjà une volonté d'agir, un projet de transition, peut-être des actions en cours, mais qui ne nécessitent pas trop d'investissement. Et le 3, un plan d'action établi et potentiellement des investissements importants. Donc, je vois qu'il y a des réponses un petit peu dans le chat qui arrivent petit à petit.
Donc, phase 3, 2, 1, projet d'entreprise à définir, pas ou peu d'actions. On a un peu toutes les phases, du coup, représentées. Alors là, ce qu'on va faire, c'est vous donner un peu des points de repère. On ne va pas être forcément exhaustif dans ce webinaire sur vraiment tout ce qui est possible, mais l'idée, c'est de vous donner assez d'informations pour que vous puissiez trouver les aides qui vous correspondent et un peu mieux comprendre comment c'est structuré. Vous pouvez continuer à répondre pendant qu'on passe à la suite. Euh, donc, sur les aides qu'il peut y avoir à la transition écologique, il y a un certain nombre d'acteurs qui vont être des acteurs importants, des acteurs soutiens à la transition écologique et vers qui vous allez pouvoir vous tourner ou qui vont être les financeurs ou les soutiens de cette transition. Donc, il y a tout d'abord les acteurs publics. Les acteurs publics nationaux, là on en a cité trois, l'ADEME, donc, qui est l'Agence de la transition écologique, qui va intervenir à la fois avec un budget de l'ADEME, mais aussi avec une expertise des personnes de l'ADEME qui peuvent être mises à disposition et réaliser des formations. Il y a BPI France, qui est la banque publique d'investissement, qui là va être plutôt sur un soutien financier via différents leviers. Et le CEREMA, qui est un peu le bureau d'études de l'État, qui a beaucoup de services autour des infrastructures et des impacts sur l'environnement, qui est globalement, majoritairement plutôt au service des collectivités, mais avec aussi des actions vis-à-vis des entreprises qui peuvent être sollicitées. Ces différentes instances sont nationales, mais avec un découpage géographique régional ou avec des grandes régions. Du coup, ce n'est pas forcément les mêmes aides suivant où vous vous situez en France. Donc voilà, il peut y avoir des spécificités régionales. Il y a aussi les collectivités locales, donc qui sont publiques mais différents de l'État, qui peuvent avoir des politiques spécifiques et qui peuvent être des soutiens aux entreprises, donc les communes, les intercommunalités ou EPCI, les départements et les régions. Et il y a aussi des systèmes de financement de l'État pour ces collectivités pour initier des actions locales. Donc, notamment le ministère de la Transition écologique et l'ANCT qui vont financer des actions, la Banque des territoires. On a parlé tout à l'heure du FNE. Donc, ça, c'est un dispositif qui était lié à France Relance, qui potentiellement peut se retrouver un petit peu maintenant dans France 2030, même s'il y a des évolutions qui sont toujours en cours sur ces fonds-là. Et puis, des acteurs qui peuvent être intéressants très localement, c'est les agences de l'eau et les syndicats de l'énergie. Donc, on l'a dit, il y a vraiment différents leviers pour les industries. Et si on agit sur les thématiques de l'eau et des effluents ou de l'énergie et des émissions de carbone, eh bien, on peut se rapprocher de ces instances qui sont en général des instances dont les collectivités sont partie prenante, mais qui ont du coup des leviers d'action un peu différents et un découpage qui peut être par intercommunalité, par bassin versant, suivant les logiques territoriales sur place. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat aussi pour si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous. Donc ça, c'était pour les acteurs publics. Et sur les acteurs privés, on va avoir les chambres consulaires, donc suivant vos domaines d'activité, plutôt la CCI ou la Chambre des métiers et de l'artisanat, qui vont là avoir notamment des dispositifs de formation et d'accompagnement. Les OPCO, donc l'OPCO 2I qui semble bien représenté ici, suivant les secteurs d'activité, ça peut être Constructis ou l'OPCO mobilité. Il y a d'autres OPCO aussi, j'ai référencé ceux qui sont peut-être les principaux pour des entreprises industrielles. Et à ne pas négliger non plus, il peut y avoir des soutiens par des banques privées qui peuvent avoir des causes particulières qu'elles souhaitent soutenir et qui peuvent agir en finançant directement des actions ou alors via des crédits, des prêts accordés. On peut passer à la diapo suivante. Dans les modes d'intervention dont on va parler, que Annelise va pouvoir détailler par la suite, on peut avoir différents modes d'accompagnement. Ce n'est pas toujours des espèces sonnantes et trébuchantes. On a beaucoup d'acteurs qui vont plutôt fournir une aide en ingénierie ou de l'accompagnement. Donc, ça va être des études qui vont être cofinancées, par exemple, ou qui vont être gratuites pour les entreprises parce que financées par ailleurs.
Ça peut être du soutien à la R&D, ça peut être des consultants. On va avoir aussi des financements directs sur certaines lignes thématiques, des prêts qui peuvent être conditionnés à certains niveaux d'efficacité, et puis la formation. Alors évidemment via les OPCO qui ont une grande partie de cette formation, et également via la CCI, la Chambre des métiers et de l'artisanat, et l'ADEME aussi qui propose des formations dont une bonne partie sont gratuites pour les entreprises. Voilà, ces différents formats, quand on parle d'aide à la transition, ce n'est pas toujours que des financements. Ça peut être ces différents supports. Voilà dans les grandes lignes. Du coup, là, ce qu'on voulait vous poser comme question, c'est vous, est-ce que vous avez déjà bénéficié d'aide ou accompagné des entreprises pour qu'elles bénéficient d'aide? Quel type, du coup? Et puis, voilà, on a fait un panorama des acteurs soutien de la transition, mais on n'a peut-être pas été exhaustif. Si vous en connaissez d'autres qui vous ont déjà soutenu ou avec qui vous êtes en lien, vous pouvez aussi les indiquer dans le chat pour compléter cela. Il n'y a pas encore beaucoup de réactions dans le chat. Du coup, je te laisse la main, Anne-Lise, pour rentrer un peu plus dans le détail de ces aides. Oui, du coup, ben, merci. Ça nous laisse, ça nous permet de gagner un petit peu de temps sur la présentation et du coup, peut-être de vous laisser un peu de temps pour témoigner par la suite. Donc, encore une fois, petit rappel, je vais vous présenter un peu des exemples d'actions finançables ou des actions d'accompagnement. Comme l'a dit Florence, l'accompagnement, c'est pas forcément que financier, que des espèces sonnantes et trébuchantes. En précisant aussi, donc on vous a montré ce schéma, donc on a choisi, évidemment, il fallait faire un choix pour distinguer un peu les différentes aides, un peu les catégoriser. Bien sûr, le schéma n'est pas rigide. Donc, bon, niveau financier, niveau moyen, évidemment, vous pouvez vous repartir a priori dans l'une de ces catégories. Mais pour la suite, les sous-catégories, donc évidemment, vous pouvez passer de l'une à l'autre. Voilà, il y a de la sensibilisation. Euh, dans la première étape, mais il va sans dire qu'elle peut aussi intervenir, voilà, que vous pouvez aussi avoir des actions de sensibilisation à d'autres étapes, enfin, en fonction de vos avancements aussi. Et inversement, vous pouvez revenir toujours dans l'étape 3 de projets avec fort investissement à des accompagnements qui seront plus légers, disons, et qui pourront aussi être, voilà, être des investissements un peu moins élevés. Donc, donc, je vais passer à l'étape 1. Donc, on va prendre les exemples d'aide. Donc, je vais passer rapidement là-dessus parce que Florence a déjà présenté un peu les principaux acteurs. Donc, en gros, donc, dans l'étape 1, où vous avez encore peu ou pas d'actions en place, où vous avez besoin aussi de sensibiliser vos salariés. Il y a différents instruments. Le premier instrument, ça va être principalement la formation. Et donc sensibiliser, préparer ces équipes donc au changement à venir. Et puis ensuite, il y aura une première partie de mesures, donc un premier volet de diagnostic, notamment de bilan carbone, pour ensuite commencer à dessiner le futur plan d'action. Donc, dans les premiers exemples, donc, il y a évidemment le premier opérateur, c'est les OPCO en formation. Donc, les OPCO, bon, je pense que vous êtes tous et toutes, vous connaissez tous et toutes ce que sont les OPCO. Juste, je redonne ça pour les quelques personnes dans le chat qui n'en font pas partie, pas forcément partie, en disant que juste, ce sont les opérateurs de compétences, donc agréés, donc ils sont chargés d'accompagner la formation professionnelle. Donc, ils ont remplacé les anciens organismes paritaires collecteurs agréés, les OPCA, depuis 2019. Et donc, ben, leur mission, c'est de financer l'apprentissage et d'aider donc les branches à construire des certifications professionnelles. Donc, elles peuvent accompagner les PME pour définir leurs besoins de formation, donc pour la montée en compétences de leurs équipes, et aussi les aider ensuite à
à rechercher des financements. Donc, elles peuvent prendre en partie, une partie des financements en charge, mais ils peuvent aussi aider les entreprises, les entrepreneurs à rechercher des financements et à les accompagner sur le montage de la recherche de financement. Donc, voilà, donc, un exemple d'aide, donc, pour revenir à un OPCO en particulier, donc c'est l'OPCO 2I, dont je pense qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs représentants aujourd'hui, donc qui est vraiment l'opérateur de compétences des filières industrielles, donc avec 29 filières représentées. Donc il y a eu en 2023, ça a été lancé donc pour faciliter l'engagement des entreprises industrielles dans leur démarche de transition écologique. Donc il y a le Codesier a référencé une nouvelle offre de formation donc, qui est entièrement dédiée aux besoins de transition écologique des PME industrielles. Donc cette offre, elle s'appelle 2i Action clé en main et elle intègre donc en tout 74 actions de formation différentes donc, qui peuvent être prises en charge en tout ou en partie dans le cadre du dispositif Transition Industrie. Donc, vous voyez à chaque fois dans l'accompagnement, donc il y a la prise en charge financière. Donc c'est pour les entreprises plus petites, de moins de 50 salariés, il y a une prise en charge à 100%, notamment quand les actions relèvent du plan de développement des compétences de l'entreprise. Voilà, je passe au troisième exemple. Donc, quand on vient ensuite donc à la partie, une fois la première partie, donc sensibilisation pour aller un peu au-delà et commencer et lancer les diagnostics. Donc, il y a BPI France qui est un opérateur important avec le DIAC Décarbonation. Donc, la cible, c'est encore des entreprises de moins de 500 salariés qui n'ont fait aucune démarche de bilan de leurs gaz à effet de serre, de leurs émissions de gaz à effet de serre dans les 5 dernières années et qui ont au moins un an d'activité au moins. Donc, il y a donc l'accompagnement, donc ça consiste en 18 heures d'accompagnement, donc il y a trois journées par un conseiller agréé qui réalise donc le bilan carbone de l'entreprise, donc juste ses émissions directes et indirectes, qui élabore un plan d'action. Donc, c'est un premier, hein, un premier plan d'action, donc avec les différents postes sur lesquels l'entreprise va devoir se concentrer. Et puis, il y a aussi dans cette étape-là la création de support donc pour communiquer, et valoriser la démarche de l'entreprise. Donc, le financement, vous voyez la prise en charge. Donc, c'est l'ADEME qui prend en charge une partie donc sous forme de subvention, donc à 60%. Et donc, les entreprises de moins de 250 employés donc, ont un reste à charge de 4 000 euros. Donc, ça veut dire que la totalité du bilan est à 10 000 euros, enfin, du bilan de l'accompagnement. Et la prise en charge est de 40% donc, pour les entreprises de moins de 500 employés, parce qu'on parle toujours de PME. Hein. Et pour elles, le reste à charge est de 6 000 euros, après subvention de l'ADEME. Donc, voilà pour cette première partie. Donc, on a posé là quelques autres aides disponibles parce qu'encore une fois, ce ne sont que on a choisi de donner quelques exemples précis, mais sans entrer évidemment dans le détail de toutes les aides disponibles. Donc là, je vois, il y a d'autres aides disponibles. Donc, il y a notamment il y a notamment l'aide de ProRefei. Donc, c'est un programme qui est financé par des énergéticiens, pardon donc EDF, Total. Donc ça, c'est dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc ça, c'est un sujet dont on pourra parler un peu plus tard, qui est un peu plus complexe, dont on pourra peut-être, Florence pourra vous dire quelques mots plus tard. Il y a le diagnostic de la CCI, donc qui prend la forme donc, d'un audit avec diagnostic et pareil, plan d'action. Et ensuite, l'accompagnement à passer à l'action. Donc, il y a le diagnostic RSE aussi qui est réalisé par les conseillers de la CCI, donc qui permet d'identifier toutes les actions déjà mises en place dans l'entreprise. Donc, ça, c'est dans la partie encore sensibiliser et former ses équipes. Hein. Donc, il permet là aussi de proposer des actions complémentaires si nécessaire, donc toujours pour élaborer le plan d'action RSE donc, de l'entreprise. Alors, la question ensuite ouverte à vous, est-ce qu'il y a certaines parmi vous qui pensent à d'autres formes d'aide pour ce premier palier ou qui ont déjà bénéficié de ce genre d'aide? Vous pouvez pareil, vous exprimer dans le chat ou lever la main même. Oui, si vous voulez lever la main pour qu'on puisse ouvrir la parole, avec plaisir.
mon mari copain qui a parlé de budgets colossaux pour les TPE. Vous parliez, peut-être que vous pouvez compléter votre commentaire. Vous parliez d'aide en particulier. Du diagnostic de la BPI, d'accord. D'autres personnes, la même. Sandrine, oui. Oui, bonjour à tous. C'était pour mettre un petit peu aussi d'animation dans le chat. En fait, ce qui est intéressant dans les personnes qui sont autour de cet écran, c'est qu'à mon avis, il y a des utilisateurs directs de toute taille, qui peuvent être des petites structures ou des plus grandes structures. Et il y a aussi des acteurs comme moi dans l'enseignement où j'essaie de faire connaître, parce qu'en fait, c'est très compliqué. Et des étudiants qui sont pour certains en alternance dans les entreprises et qui pourraient être prescripteurs et faire connaître effectivement toutes ces aides ou valoriser des cabinets qui peuvent accompagner sur ces aides. En fait, c'est comment leur parler simplement de tout ce qui existe. Et là, donc déjà, les slides, je trouve que ça donne une clé d'entrée assez intéressante. Il faut penser à tous les profils qui peuvent être prescripteurs de ces Mm. dispositifs. C'est ça que je voulais redire par rapport peut-être, je ne sais pas combien nous sommes à être connectés. Donc sur l'orientation, donc il n'y a pas forcément que des entreprises qui peuvent dire j'ai besoin de tel ou tel dispositif. On peut aussi être relais, Mm. Oui, si très ça peut bien. aider pour l'animation. Bonjour Alexandre. Bonjour Sandrine, merci pour ton intervention. Oui, complètement. Ben, ayant participé à des formations justement de sensibilisation des conseillers de l'OCODESI, justement autour des enjeux pour les entreprises, ben, je suis tout à fait au fait de ça. Et merci de préciser parce que je ne vois pas combien vous êtes, je ne vois pas exactement quels sont vos profils. Donc, n'hésitez pas justement à préciser si vous avez besoin d'informations particulières. Donc, on va passer, je vais passer en attendant. Donc, s'il n'y a plus de commentaires sur cette première partie, on va passer au cap 2, qui est le profil basique. J'ai la volonté d'agir et j'ai un projet de transition, mais peu d'investissement. Donc, ça peut intéresser donc aussi vos adhérents ou les entreprises que vous pouvez conseiller. On a encore une fois découpé en différentes sous-étapes possibles, ce qui est un parti pris hein, complet, on le reconnaît, donc qui est donc organiser l'entreprise. Donc ça, c'est toujours accompagner les employés, les salariés au changement, les faire monter en compétences. Donc, les salariés dans leur ensemble ou des responsables de la transition, des référents qui vont être nommés voilà, dans l'entreprise. Et puis ensuite, mais décliner son projet de transition en plan d'action, donc voilà, et lancer les premières actions. Donc là-dedans, vous avez ben, les outils dont Florence a parlé tout à l'heure, donc encore de la formation, des diagnostics, et aussi, donc là, c'est là que commencent à venir des premières études d'opportunité et d'accompagnement. Donc, parmi les exemples que nous prenons, donc encore une fois, donc OPCO et DRETS, donc, avec un premier dispositif que vous devez connaître, hein, parce il existait déjà avant, c'est le dispositif PCRH, donc la prestation de conseil en ressources humaines, donc qui s'adresse à toutes entreprises donc, de moins de 250 salariés, mais qui n'appartiennent pas à un groupe donc de 250 salariés ou plus, quoi. Donc, ce n'est pas un site, c'est vraiment l'entreprise, on prend en compte l'ensemble des personnels de l'entreprise. Donc, c'est un accompagnement individuel ou collectif par un cabinet expert RH. Donc, individuel, l'entreprise seule ou il peut y avoir un collectif d'entreprises qui vont bénéficier de cet accompagnement, donc qui partager des problématiques communes. Et après, l'accompagnement donc, peut être court, hein. C'est une intervention qu'on appelle diagnostic action sur 1 à 10 jours maximum ou plus long pour atteindre jusqu'à 20 jours. Et donc là, le cofinancement se fait par l'État, donc par le biais des DRETS, donc c'est c'est les directions régionales. Je vais retrouver le truc, les directions régionales. Est-ce que quelqu'un les entre, ah, je n'ai plus je n'ai plus C'est l'acronyme la dans le, direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, qui Merci. lance des Merci. financements au niveau Voilà. régional. Ouais, merci, Alexandre.
Et qui est Donc, décliné à l'échelle départementale avec les DETS. Donc, la même, mais voilà. sans le R. Ouais. Ici, tu l'as Driettes aussi. Voilà. Donc, le cofinancement, merci, il se fait donc par l'État, par des organismes cofinanceurs, donc ben, souvent aussi les OPCO, donc, et donc ben, le financement qui peut être de un jour, entre 1 et 20 jours d'accompagnement. Évidemment, les financements, les montants ne sont pas les mêmes, mais donc ce sera pris en charge entre 50 et 100%, jusqu'à 100% des coûts d'accompagnement. Donc, ça, c'est selon le projet, selon la taille de l'entreprise aussi. Voilà, deuxième exemple, donc on revient au diagnostic, donc, mais là un diagnostic plus précis, qui sera le diagnostic écoflux, où justement on va analyser différents flux du site industriel. Pour le coup, on parle de site industriel, donc c'est l'eau, le gaz, les déchets aussi. Ensuite, sur la base de cet état des lieux, donc on met en place un plan d'action détaillé donc pour réduire les consommations d'énergie, de matière et d'eau et donc les déchets. Et puis, un soutien à la mise en œuvre des premières actions. Donc, c'est vraiment, encore une fois, c'est les premières actions. C'est l'étape 2 avec un investissement encore pas très important, même si je ne sais pas, certaines d'entre vous vont peut-être trouver ces montants, encore une fois, importants. Donc, il y a toujours un cofinancement donc, sur base d'une subvention avec un reste à charge donc, de 2 000 € pour les entreprises de moins de 50 salariés, donc sur cet accompagnement-là, et de 3 000 € pour les entreprises de 50 à 250 salariés. Voilà. Donc, je passe à un autre diagnostic. Donc, donc encore une fois, c'est la BPI et l'ADEME qui cofinance cet accompagnement. Donc là, c'est un diagnostic éco-conception. Donc là, on parle vraiment d'économie circulaire avec un accompagnement de 18 jours. Donc ça commence à être plus important. Pour des entreprises donc toujours de moins de 250 salariés et qui réalisent moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'accompagnement, donc ça consiste en une sensibilisation des équipes à l'éco-conception, donc et à la formation d'un référent éco-conception, donc au sein de l'entreprise. Donc ils vont apprendre tout sur analyser donc l'analyse du cycle de vie donc du produit, du service ou du procédé analysé. Faire son évaluation environnementale, et puis préparer la mise en œuvre des plans d'action qui inclut donc un premier dimensionnement des actions. Donc là encore une fois, c'est peu d'investissement. Donc le cofinancement, encore une fois, est de 60 à 70% par l'ADEME. Et le reste à charge est pour l'entreprise. Donc ça, je ne sais plus le montant, mais voilà, j'ai le reste à charge, donc là c'est un peu plus élevé déjà, c'est 5 400 € donc, après subvention pour les entreprises de moins de 50 salariés et moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ou 7 200 € après subvention de 60% pour les entreprises de moins de 250 salariés et de moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. À préciser qu'on vous partagera le document à la fin, donc vous aurez aussi ces chiffres. Voilà, j'ai essayé, j'ai un peu volontairement réduit les informations de cette slide, histoire de rester à peu près lisible. Donc voilà, je crois que j'ai un dernier exemple, donc il aurait été dommage que je ne pouvais pas le laisser de côté, donc qui est le pacte industrie, donc parcours accompagnement et compétences pour la transition énergétique de l'industrie. Donc celui-ci qui s'adresse à toutes les entreprises industrielles. Il n'y a pas de critères de chiffre d'affaires ou de personnel, de main-d'œuvre, de nombre d'employés, pardon. Donc, l'accompagnement, donc c'est là que commencent les études d'opportunité, quoi. Donc, à partir du moment où le premier bilan est fait, la sensibilisation, la formation sont faites, on commence donc à mettre en place des études d'opportunité. Comme accompagnement, donc il y a plusieurs formes d'accompagnement possibles. Donc, l'entreprise peut opter pour une seule forme d'accompagnement, des études d'opportunité, ou bénéficier de primes pour la mise en place de premières actions. Carrément un accompagnement à l'élaboration d'une stratégie de décarbonation, de trajectoire d'investissement bas carbone. Donc là encore, ça appelle à des experts agréés.
ou encore en accompagnement donc, des projets d'investissement et des cahiers des charges. Donc ça, c'est pour la suite, pour mettre en place voilà, des projets de plus grande envergure. Voilà, on vous le mettra là aussi. Il y aura, vous aurez les liens, les références, les références avec ce document. Donc, j'ai mis vraiment là c'est en pointillé quelques autres aides disponibles, donc qui sont encore qui sont des aides qui sont disponibles gratuitement, donc forcément un peu moins grande envergure. Mais encore une fois, c'est pour vous montrer que le schéma qu'on a mis au départ, étape 1, 2, 3, n'est pas rigide. On peut revenir à partir du moment où on a commencé à faire, on a fait un bilan sur ces dépenses, ces consommations énergétiques, on peut revenir à un programme, par exemple Best Watt, qui est totalement gratuit et qui permet de mettre en place déjà des éco-gestes. Parce que les éco-gestes, ça ne suffisent pas, mais au sein de l'entreprise, les mettre en place pour sensibiliser ces employés peut être très, très efficace. Et pour un coût, voilà, qui n'a pas besoin pour un coût, pour le coup, qui n'est pas, qui est, enfin, pour un coût gratuit gratuitement. Donc il n'y a pas forcément aussi besoin toujours mais de payer, de payer. Il y a des accompagnements qui sont disponibles aussi gratuitement. Voilà, donc merci Florence qui a envoyé le message. Donc encore une fois, si vous avez des commentaires dessus, des retours à faire sur cette partie-là, si vous avez, est-ce que vous avez des aides, d'autres aides auxquelles vous pensez, ou est-ce que, est-ce que ces montants vous parlent? Et effectivement, n'hésitez pas à nous partager si vous avez d'autres éléments. On va passer à la dernière partie. Mm. Troisième partie, j'ai envie d'agir et j'ai un projet de transition avec investissement. Donc je monte en envergure, je monte en gamme. Donc là, on passe au... Pardon? Ouais. On avait Sandrine qui disait effectivement c'est incroyable qu'il y ait autant de dispositifs qui sont malheureusement trop mal connus, Mm. des PME qui peuvent aider à faire le premier pas. Voilà, la difficulté, c'est de s'y retrouver, mais déjà, ça fait un beau panel. Et puis là, un panel, je te redonne la parole, Mm. Alice, pour des entreprises un peu plus matures, peut-être. Ouais, merci. Mais qui ont aussi des moyens, hein, voilà, ne nous le cachons pas. Donc, parmi les instruments, donc là, toujours R&D et études, donc pour vraiment affiner le plan d'action. Et puis après, il va y avoir des aides à l'investissement pour déployer les plans d'action. Donc là, c'est là qu'on va retrouver le financement de projets d'investissement, le ministère, voilà, ça va plus être uniquement l'ADEME, ça va être la Banque des Territoires, aussi le ministère de la Transition écologique. Voilà, plus d'aide directement de l'État ou il y a évidemment les collectivités territoriales. Donc, parmi les premiers, pour le premier exemple que j'ai pris, je veux bien que tu changes de... Merci. Donc, le tremplin pour la transition écologique des PME. Donc ça, c'est une aide de l'ADEME qui s'adresse donc aux TPE, PME et aussi les associations de 1901 qui sont basées en France. Des associations évidemment de grande envergure aussi. Donc, cet accompagnement-là, ce tremplin peut financer des investissements et ou donc des études, donc toujours dans le sens éco-conception et mise en place d'économie circulaire, de filières de gestion des déchets, de chaleur et de froid renouvelable pour les bâtiments industriels. Donc, ce sont des montants qui peuvent être très, très importants. Donc, vous voyez, ça va de 5 000 à 200 000 euros. Donc, ça peut être pour un grand nombre de projets. Je l'ai mis là dans l'étape 3, mais il aurait pu aussi apparaître, comme vous voyez, dans l'étape 2, parce que voilà, 5 000 euros, ce sont aussi des petits projets, mais qui peuvent être mis en place avec cet outil-là. Donc les projets éligibles, ce que j'ai déjà un peu cité, donc c'est l'évaluation de la stratégie de réduction des émissions de GES. Donc il y a l'évaluation ACT. Je pense qu'il y avait une personne qui en a parlé dans le chat aussi.
l'élaboration d'une stratégie de réduction des émissions de GES. Donc la démarche ACT, il y a plusieurs étapes, hein. Donc là, on peut avancer, voilà, donc mieux progresser dans la démarche. Faire un bilan de matière, diagnostic et proposition, donc pour installer des filières de tri, et puis de la mobilité durable, ça peut aussi être le renouvellement d'une flotte de véhicules, par exemple, qui prendra moins de, pas selon la taille de l'entreprise, qui pourra être aussi un investissement moins important. Sur le deuxième exemple, donc là, c'est là que je viens aux instances donc plus nationales, donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires, donc l'ANCT, le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, donc à travers cette direction générale, et les EPCI, évidemment, donc les EPCI qui en général sont financés, perçoivent les financements et ensuite les reversent, les répartissent entre les différents acteurs. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un instrument très important d'envergure, c'est le Fonds vert, donc pour les territoires d'industrie en transition écologique. Donc, ce sont 183 territoires d'industrie qui ont été voilà, identifiés sur le territoire, donc sur la période 2023-2027. Donc, le programme territoire d'industrie, donc c'est une stratégie de reconquête industrielle par et pour les territoires. Donc, ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le ministère de l'économie. Dans le sens où donc l'industrie, dans l'hypothèse que l'industrie est un vecteur de développement et de cohésion des territoires, donc, parce que 70% de l'emploi industriel se situe en dehors des métropoles, dans les territoires périurbains, ruraux et villes moyennes. Donc, le programme vise à apporter des réponses concrètes aux enjeux de soutien à l'industrie. Donc, il y a le développement des compétences industrielles, la formation, la mobilité des salariés, mais du coup aussi l'accélération de la transition écologique et la revitalisation des friches industrielles. Donc, parmi les volets, évidemment, les volets principaux, il y a l'accélération de la transition écologique et énergétique, donc avec la planification écologique territoriale, l'économie circulaire, encore une fois, la gestion des ressources, la décarbonation, voilà, de toutes les industries donc, qui sont sur ces 183 territoires d'industrie. Donc, la carte est disponible en ligne, hein, je ne vais pas vous la montrer pour ça, mais je pense que plusieurs d'entre vous le connaissent. Donc, l'idée, là, on passe vraiment à une grande des financements de projets d'investissement industriel. Donc, c'est plus grande envergure. C'est des projets à 400 000 euros minimum. Et ensuite, donc, ça peut être de l'investissement des actifs corporels et incorporels, donc qui se rapportent à l'industrialisation, donc l'industrialisation des friches, la réhabilitation de friches industrielles hein, pour réindustrialiser les territoires ou le développement de sites déjà présents sur leur territoire pour notamment les aider à étendre leur capacité. Merci Sandrine Maisano pour le lien. Donc voilà, je passe au dispositif suivant où je vais redonner la main peut-être à Florence qui a plus travaillé ce sujet-là. Oui, alors l'idée, c'était pas forcément de passer beaucoup de temps sur les certificats d'économie d'énergie, mais de les aborder quand même parce que c'est un dispositif très particulier qui fait pas partie des aides, des financements, etc., qui suivent un circuit qu'on visualise assez bien. Les C2E, alors je sais pas si vous avez de l'expérience là-dessus, vous pouvez aussi répondre dans le chat et si c'est un sujet que vous connaissez, mais ça peut être un des leviers de la transition énergétique notamment, et ça a été pensé comme ça. Donc, juste pour redonner un peu le contexte général, donc les certificats d'économie d'énergie, ils correspondent, enfin, ils font partie d'une stratégie globale de réduction de la demande énergétique à l'échelle nationale. Du coup, on va avoir des acteurs obligés de participer à cette réduction nationale. Ces obligés, ça va être surtout les vendeurs d'énergie, donc électricité, gaz, carburant, fuel, chaleur. C'est pour ça qu'on a aussi certains supermarchés qui font partie des obligés parce qu'ils vendent du carburant, Leclerc, Intermarché. Donc, eux, ils vont avoir une obligation de participer à cette réduction de la demande énergétique et ils le justifient avec des certificats d'économie d'énergie.
Donc, ces certificats, ils se quantifient en kilowattheures dits QMAC, donc cumulés et actualisés. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça. Ils ont une valeur financière, donc il y a un marché d'achat et de revente de ces certificats d'économie d'énergie. Et pour que ce marché fonctionne, il y a aussi des acteurs qui n'ont pas d'obligation de réduction de la demande énergétique, mais qui peuvent y participer et donc euh, faire valoir des certificats d'économie d'énergie et les vendre aux obligés, pourront donc les inclure dans leurs objectifs. Bon, je ne sais pas si c'est très clair dans cette façon de l'expliquer, mais donc on va avoir ces certificats d'économie d'énergie qui sont sur un grand marché et dans les acteurs éligibles, on peut avoir des collectivités, des bailleurs sociaux, des entreprises. Et pour obtenir ces certificats d'économie d'énergie, il faut mener des actions qui peuvent être dans tous les domaines d'activité, qui peuvent être auprès de tous les clients, des particuliers, les ménages, les entreprises, les collectivités publiques, qui vont amener à baisser la demande énergétique. Donc ça, c'est le contexte un peu général. Ensuite, comment ça se passe, les CE en pratique? Donc, c'est décrit dans des fiches d'opération standardisées qui vont décrire l'activité et l'application de l'opération, la réglementation et une règle de calcul pour une opération réalisée. Donc, ça peut être, je ne sais pas, un changement de chaudière. On passe d'une chaudière gaz classique à une chaudière à condensation. Il y a une méthode standard pour calculer combien de kilowattheures on va économiser sur toute la durée de vie de la chaudière. Voilà, pour résumer, ça fait ça. Donc, par exemple, voilà, ça va faire 100 kilowattheures QMAC et on va pouvoir échanger ça sur le marché des certificats d'économie d'énergie. Pour les industries, typiquement, on peut avoir des actions sur les bâtiments, donc l'isolation du bâtiment, l'éclairage, le relamping d'entrepôts, par exemple, ou de bâtiments industriels, le chauffage, passer à une chaudière biomasse ou à des chaudières plus performantes. On peut avoir des actions sur les process, donc ça peut être la motorisation, la récupération de chaleur sur les process, sur les groupes froids, changer certaines machines vraiment liées au process, les presses, etc. Et aussi avoir du monitoring, de suivi des consommations, par exemple. Et ça peut aussi, les certificats d'économie d'énergie, s'appliquer sur des démarches, par exemple des démarches de maîtrise de l'énergie avec la norme ISO 50001 ou former ses collaborateurs sur des sujets énergétiques. Tout ça, c'est décrit dans des fiches. Du coup, on peut regarder si on a une idée d'action, si elle a une fiche standardisée qui y correspond. Et donc, quand on fait cette démarche, à la fois, évidemment, on a le bénéfice de changer la chaudière, par exemple. Donc, on va avoir plus d'efficacité et donc une facture énergétique réduite. Potentiellement, un matériel qui va demander moins de frais d'entretien. Et du coup, en vendant le certificat d'économie d'énergie, on récupère un petit peu d'argent sur l'investissement. Ça, c'est un résumé très global. Ça peut être assez complexe dans sa réalisation. Du coup, enfin, vous pouvez aller creuser ça sur le site de l'ADEME. Il y a aussi des, des prestataires qui sont spécialisés pour accompagner là-dessus, faire les dossiers administratifs liés à ces certificats d'économie d'énergie. Mais on voulait en tout cas vous donner un peu cette vision-là de ce dispositif qui est un peu à part dans l'écosystème des aides, mais qui peut être un vrai levier. Voilà, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à poser des questions. Merci, bravo pour pour la rapidité et la clarté des explications. Je vais finir, je vais boucler là, cette session, là, cette section des exemples d'aide, donc en parlant d'autres aides disponibles, encore une fois. Avec donc dans le cadre du plan France 2030, donc il y a un très bon, il y a un site complet auquel vous aurez le lien en fin de présentation, donc sur tous les appels à projets qui sont lancés dans le cadre du plan France 2030, donc ils sont assez énormes. Je vous en donne juste un, c'est aide à l'investissement, à l'investissement de l'offre industrielle des énergies renouvelables. Donc, c'est un appel à projet qui soutient des projets d'investissement pour développer les capacités industrielles dans le domaine des ENR, donc énergie renouvelable, donc pour accompagner l'industrialisation de la production et ou l'assemblage des composants et des technologies innovantes de réseau. Donc ça, c'est un appel à projet, notamment qui est en cours jusqu'au 31 décembre 2014, comme énormément d'autres appels à projets sur le site. Vous avez aussi donc des crédits d'impôt et puis des prêts éco-énergie proposés par la BPI.
Je laisse la parole à Alexandre pour clôturer. Oui, mais effectivement, là où vous allez recevoir la présentation et le replay, donc vous aurez les liens utiles pour retrouver toutes ces aides. Là, l'idée, c'est de vous transmettre effectivement ce qu'on a à l'écran pour retrouver ces aides, des guides selon vos besoins. On avait déjà parlé lors du premier webinaire. Il y a des sites qui sont très bien faits, comme celui de Mission Transition écologique, qui vous guide selon la typologie de votre entreprise sur les dispositifs qui sont à votre disposition. Évidemment, Connection Leadership et des personnes comme Alice, Florence et l'ensemble de nos experts peuvent aussi vous accompagner à une meilleure lecture de ces enjeux. En tant que partenaire de l'OPCO2I, on a forcément, on intervient aussi en prestataire de ces aides-là, parce on accompagne en tant que partenaire de l'OPCO2I de nombreuses industries, notamment dans la montée en compétences. Et donc, vous avez à l'écran là le dispositif Transition Industrie, par exemple, qui finance pas mal des formations que l'on propose dans le cadre du catalogue OPCO2I ou hors de ce cadre. Voilà, vous avez à l'écran aussi de nombreux autres dispositifs, territoire d'industrie, le programme ProRefeil qui a été cité pendant l'intervention. Donc, toutes les ressources nécessaires sont à la fin de la présentation. Et donc, on a été ravis de pouvoir vous présenter tout cela. J'espère que ça vous a servi. On revient dans un mois environ, vous aurez la date très vite, pour une introduction à la RSE. C'est le sujet qui avait été choisi par les participants lors de notre premier webinaire. Il y avait deux sujets qui ressortaient, l'introduction à la RSE dont est partie. Donc, ce sera l'objet de notre prochain rendez-vous avec pour objectif de donner une vision plus globale de ce qu'est la RSE. Ce n'est pas simplement la transition écologique. Et pour objectif, comme toujours, de la rendre assez concrète et de vous donner des pistes d'action. Donc, si vous voulez nous partager, avant de partir, un dernier petit mot sur finalement avec quoi vous partez, ce sera un beau cadeau pour vous, comme cette jolie fleur de printemps à l'écran. Et puis, on vous dit à très bientôt. On vous laisse le contact aussi sur la dernière slide. Merci de nous partager donc, un dernier petit mot sur ce avec quoi vous partez. À très bientôt. Génial, le plan d'action confirmé pour la suite des engagements, c'est super. Gamme de clés de financement. Tant mieux si on a rempli cet objectif. C'était effectivement l'objectif. Et pour ceux qui se posaient la question, on a eu plus de 30 participants aujourd'hui, entre 30 et 40. Je précise aussi dans le chat, comme tu disais, que le thème RSE avait été choisi par les participants lors du premier webinaire, que c'est aussi le moment de partager les besoins ou les envies qu'il peut y avoir pour les prochains webinaires mensuels. Absolument. Merci Sandrine. Merci Mélanie. Il ne veut pas sortir. Bravo. Et puis vous avez notre contact en dernière slide si vous voulez. Et puis on va pouvoir se quitter là. Encore un immense merci. Merci à Anne-Lise et Florence, évidemment. Un très beau travail que vous avez fait là. C'est super.
Et,